Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où l'on a décidé de sauver le jazz. Salut, moi c'est Marie et je suis en studio avec ma batteuse préférée. Qui est donc Liv, la fille de Marie, qui nous accompagne maintenant dans tous les podcasts. Non, absolument pas. On s'est dit que pour un épisode comédie musicale, il fallait qu'on fasse venir la une pro petite des backup vocalises. singer. Ouais, c'est ça. Et moi c'est Anaïs et je suis la présidente, secrétaire et trésorière du fan club de Ryan Gosling. C'est vrai. Cette semaine, on parle de l'une des plus grandes œuvres de tous les temps, un chef-d'œuvre à la fois drôle, profond, bouleversant et d'une immense ingéniosité créative. Non, je ne veux pas parler du hors-série d'Amis sur Twilight, mais de La La Land, le film de Damien Chazelle, sorti en 2016-2017 pour la France. Nommé et lauréat de plusieurs Oscars, on en reparlera. Quand on a décidé de faire une saison sur les comédies musicales, on voyait mal comment ne pas inclure La La Land, vu qu'on est toutes les deux plutôt enthousiastes concernant ce film. Oh, c'est tellement bien. Oh là là, c'est tellement bien. Oh, j'aime tellement. C'est trop beau. Trop belle. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien, quoi. C'est tellement beau. On n'a pas beaucoup de certitudes dans la vie, mais je crois qu'on peut être sûr de deux choses. C'est trop bien et c'est trop beau. Ouais. Depuis que tu connais ce film par cœur, comme moi, est-ce que tu l'as déjà montré à d'autres gens ? C'est ce que je disais dans l'intro. À l'époque, j'étais allée au cinéma en forçant mon ex à y aller avec moi et il avait détesté. Mais je crois qu'après, je l'avais revu avec lui et qu'il avait admis que quand même, c'était pas mal. Il avait vraiment pas aimé la scène d'ouverture, mais après, il s'était un peu laissé emporter. Mais sinon, non, j'ai jamais... Je crois pas que je l'ai fait découvrir à qui que ce soit, mais je pense que toi, oui, sinon tu n'aurais pas posé cette question. Non, je pense que justement, ce sera sans doute une étape incontournable de ma prochaine relation. Mais j'ai eu de la chance de tomber plutôt sur des gens qui le connaissaient déjà, le film. Et donc de pas avoir à leur faire découvrir, parce que j'ai réalisé quelque chose en le voyant avec toi, cette fois-ci. C'est que ça va être très difficile pour la prochaine personne à qui je fais découvrir ce film. You got the right address. You need some medication. The answer's always yes. Mother girl and I would love this swirling sky, but there's only you and I. We've got a shot. This could never be. You're not the type for me, and there's not a spark in sight. What a waste of a lovely night. Ouais, je pense que ça va être terrible de montrer ce film à quelqu'un et soit de me retenir de chanter, ce qui serait horrible. C'est impossible. Voilà, soit de chanter pendant tout le film avec quelqu'un qui est en train de le découvrir pour la première fois, ce qui serait aussi horrible, ce que tu m'as fait sur Mamma Mia. Et qui était vraiment pas fun. Après, Mamma Mia, c'est le genre de film où il faut le faire, tu vois, ça fait partie du plaisir, c'est de chanter grave, sur Mamma Mia. Mais quand tu connais pas les chansons, et c'était mon cas, c'est Comment hyper tu chiant. connais pas les chansons d'Abba, en fait? Le film s'ouvre avec une séquence de danse et de chant exceptionnelle sur l'autoroute à Los Angeles. Tu aimes beaucoup cette séquence, je pense. Ouais, c'est marrant. Je pense la première fois que je l'ai vu, du coup, je l'ai dit dans l'intro, je l'avais vu avec quelqu'un qui n'était pas du tout réceptif, et je l'ai vraiment vu s'écraser sur lui-même, en mode oh non. Il a même dit oh non, genre qu'est-ce que je fais là. Souvent, quand on voit quelque chose, une œuvre avec quelqu'un qui n'aime pas, on peut être influencé par ça aussi, par sa perception. Et c'est vrai que du coup, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, il y avait ce côté très sincère, un peu gênant des comédies musicales parfois. Surtout qu'en plus, c'est un truc qu'on a relevé avec La La Land, c'est pas une comédie musicale comme dans la vieille époque d'Hollywood avec des super belles voix impressionnantes. Il y a un côté justement inspiré de la nouvelle vague, de Jacques Demy. Et donc, il y a un côté un petit peu décalé où ça m'a un peu désarçonné la première fois que je l'ai vu. Parce que aussi, justement, j'avais cette vision un peu critique de la scène à côté de moi. Mais depuis, à chaque fois que je revois cette scène, j'adore cette scène. Justement, j'adore la musique.
au-delà de l'accomplissement, parce qu'ils ont bloqué une branche d'autoroute pendant 2 jours pour filmer ce truc, c'est grandeur nature, il n'y a pas du tout d'effets spéciaux utilisés et tout ça. Il y a un côté tellement magique et tellement, justement, c'est ce qui est beau dans le film aussi, c'est utiliser une ville qui n'est pas forcément toujours reluisante et lui redonner sa part de merveille, quoi. Et cette scène fait vraiment ça très 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 bien, en plus d'avoir une chanson qui est ultra entraînante. Oui. Et le moment où ils sont tous sur les voitures, où ils lèvent les bras au ciel et où ça part, enfin... c'est trop beau, quoi. Non, mais c'est vraiment trop, trop bien. Ouais, ça annonce vraiment le ton de tout le film. Comme tu le dis, c'est une vision qui est très romantique de Los Angeles et en même temps qui comprend bien Los Angeles, puisqu'on démarre par l'autoroute. Voilà, c'est ça. Et les bouchons, quoi. Ouais, et que ça va être toujours un petit peu saupoudré de cynisme. Et je pense qu'il trouve un équilibre assez fin dans le film, justement grâce à ces 2 personnages qui sont des grands rêveurs, idéalistes, mais qui sont aussi blasés de plein de manières. C'est hyper coloré. C'est une scène qui est présentée sous forme de plan séquence, même si, comme beaucoup de plans séquences aujourd'hui, c'est pas véritablement un plan séquence, c'est-à-dire qu'il y a eu 2 coupes dans la scène, mais on a l'impression qu'il y a 0 coupe, et c'est très très impressionnant techniquement, puisque ça se passe en plus sur les 2 côtés de l'autoroute, donc la caméra arrête pas de circuler entre les voitures, passer d'un côté à l'autre. Les mouvements de caméra dans ce film, de toute façon, sont exceptionnels, et en même temps, c'est tellement fluide que ça attire jamais l'attention à soi. Donc il faut vraiment y prêter attention et voir le film plusieurs fois pour réaliser à quel point il y a énormément de plans séquences dans le film et de séquences visuelles très très impressionnantes techniquement. Et c'est aussi immédiatement une référence aux vieilles comédies musicales, puisque c'est une référence aux Demoiselles de Rochefort et à la séquence d'ouverture des Demoiselles de Rochefort, qui se situe sur le port aussi, avec un décor un peu industriel et ces différents personnages qui se lancent dans un numéro de danse spontané, très gênant aussi et très absurde. Et en fait, l'envie de Damien Chazelle, c'était vraiment de rendre hommage aux vieilles comédies musicales qui étaient complètement tombées en désuétude, comme on l'a dit. Il y en avait plus beaucoup à l'époque et c'était vraiment considéré comme quelque chose d'assez ringard. Et donc, Demi, c'est une énorme référence. Même l'intrigue du film et notamment sa fin est une référence très claire au Parapluie de Cherbourg et c'était une des plus grosses influences qu'il a eues en faisant ce film. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi toutes les vieilles comédies musicales d'Hollywood auxquelles il a voulu faire référence. Oui, il y a Chantons sous la pluie, aussi bien dans l'esthétique, dans la visite des studios, à un moment quand ils sont en train de marcher face à un tournage. Dans le numéro aussi où ils sont en haut de la colline, il y a un moment, Ryan Gosling tourne autour d'un poteau de la même manière que le faisait Gene Kelly dans le numéro clé de Chantons sous la pluie. Il y a aussi Funny Face avec Audrey Hepburn qui, dans mon souvenir, je suis pas sûre, je me souviens plus si c'est une comédie musicale Funny Face. Il y a des moments musicaux en tout cas, il y a des danses. Pour moi, ça l'est moins que d'autres. Dans mon esprit, c'est pas une comédie musicale, mais il y a des moments musicaux. Alors, il y a déjà dans la séquence finale de La La Land, il y a un moment où on voit en fait Emma Stone qui est à Paris et qui va devenir une star, et elle est filmée avec des ballons rouges, et ça c'est un clin d'œil très très évident à une scène de Funny Face avec Drôle de frimousse en français avec Audrey Hepburn. Et moi je vois aussi ça, je l'ai pas vérifié, mais quand Emma Stone danse dans le bar à jazz où Sébastien est en train de jouer, la façon dont elle danse, je me souviens que pendant qu'on a vu le film, tu trouvais ça un peu gênant. Pour moi, c'est une évocation de la danse aussi un peu très expressionniste, disons, de Audrey Hepburn dans un bar à jazz parisien aussi. C'est une scène assez connue parce qu'elle est toute en noir avec des chaussettes blanches et des mocassins noirs, et elle a un côté un peu mime dans la façon dont elle se déplace et tout ça qui est assez étrange, et je trouve que la façon dont Emma Stone danse dans cette scène, ça évoque un peu ça. Et il y a aussi d'autres vieux films, enfin Casablanca est référencé plusieurs fois, même dans le regard final à la fin quand ils se regardent, et puis même la fin est très casablancesque, quoi. Et les Parapluies de Cherbourg sur les retrouvailles, oui, bien sûr, un peu mélancoliques. Et puis toute la scène de l'épilogue, en fait, où ils traversent ces décors totalement surréalistes à la fin, c'est un grand classique aussi de la comédie musicale à l'ancienne. Et visuellement aussi, le film voulait vraiment rendre hommage aux vieilles comédies musicales du Hollywood classique, et notamment aux films en Technicolor. C'est vrai que le film a été tourné en pellicule, ce qui rend toute la prouesse technique d'autant plus impressionnante, et avec une pellicule qui donne un aspect très doux à toute la photo. Et c'est vrai que c'est un Los Angeles complètement merveilleux, avec des couleurs très chaudes et un grain vraiment très très doux, qui atténue le réalisme qu'on pourrait avoir justement avec une caméra
caméra numérique et avec un focus très très net. Là, c'est pas du tout le cas et donc on a l'impression toujours d'être un peu dans une rêverie, ce qui fonctionne très bien avec le style de la comédie musicale. Ouais, puis même les costumes, Mia, elle est tout le temps en couleur primaire, il y a tout le temps des couleurs vives, elle a toujours des jolies robes, il y a un côté très... on est un peu au-delà du réel, quoi. C'est que effectivement, des tons unis, des tons très chauds. La direction artistique est incroyable. Il y a une scène où les poubelles sont assorties à la robe violette, enfin couleur lavande un peu d'Emma Stone. C'est absolument magnifique et c'est pour ça qu'on s'extasiait devant tous les plans parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je le revois, c'est un émerveillement visuel. Et c'est vrai que ça me rappelle la beauté des films en Technicolor, notamment Suspiria, qui est un de mes films préférés pour cette raison aussi, parce qu'il a des couleurs très vives et très chaudes. Ouais, ou Sueur froide aussi. De toute façon, il avait tout un syllabus de films qu'il a transmis à toute son équipe, Damien Chazelle, avant de faire le film, justement, avec toutes ses références. Et il y avait Sueur froide, par exemple, qui est quand même connu aussi pour ses images, enfin, c'est son utilisation de la couleur aussi en Technicolor et tout, quoi. Et en fait, il y avait, je pense que c'est aussi ça qui a fait que La La Land a été tout de suite applaudi, parce que c'est aussi un film pour cinéphiles. Clairement. Déjà parce que ça parle de cinéma, mais aussi parce que c'est un film qui est à la gloire du cinéma d'antan, qui a été tourné en cinémascope, qui est un format très très large. Et donc, on le voit au tout début avec le format de l'écran, avec un écriteau qui dit tourné en cinémascope. Et là, l'écran s'élargit au moment où il y a écrit ça sur l'écran. Et moi, je me souviens de la projection où j'étais, les gens ont applaudi parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus rare aujourd'hui. Et le format cinémascope, c'est un format qui avait disparu, qui existe encore, mais pas aussi large que celui qu'a utilisé Damien Chazelle. C'est-à-dire que lui, il a vraiment utilisé le cinémascope d'avant. Donc il y a vraiment quelque chose de très impressionnant visuellement. Il a utilisé un objectif anamorphique et c'est ça qui crée une petite distorsion de l'image qui fait qu'on a l'impression, encore une fois, d'être très éloigné de la réalité avec les bords de l'écran qui sont un petit peu étirés parce qu'il y a cet objectif qui est tellement large que l'image ne peut pas supporter le procédé et elle est modifiée par l'objectif. Et c'est aussi un film qui a une place particulière dans la filmographie de Damien Chazelle. C'était son deuxième succès après Whiplash. C'est son troisième film. Il avait un premier film qui était en fait sa thèse de fin d'études à Harvard, qui s'appelait Madeleine and Guy on a Park Bench, qui avait été présenté dans des festivals comme Telluride ou des choses comme ça, mais qui n'avait pas eu un énorme succès, mais qui l'avait fait un peu repérer. Et La La Land, en fait, il avait ce projet en tête depuis un bout de temps, avant Whiplash, qui va être son premier gros film. Mais c'est un projet très ambitieux, il essaie de le vendre à plusieurs studios, et en fait, à chaque fois, on lui propose des budgets qui sont pas à la hauteur de ce qu'il voudrait faire. Et il comprend, en fait, que pour justement faire un projet qui va pas séduire un studio naturellement, parce que c'est un projet qui est ambitieux, encore une fois, et qui est risqué aussi, qui est pas dans l'air du temps à ce moment-là. Oui, puisqu'encore une fois, les comédies musicales n'étaient pas du tout en vogue au moment où il voulait faire ça. Exactement. Et donc, il comprend qu'il va falloir qu'il ait une assise un peu plus importante pour pouvoir le vendre. Et c'est à ce moment-là qu'il va faire Whiplash en assez petit budget, 3 millions, je crois. Donc, Whiplash, un film indé qui s'inspire de son expérience quand il était dans une école de musique hyper dure et sélective quand il était adolescent, où il était batteur. Et donc, c'est avec Miles Teller qui joue le rôle de cet étudiant et qui a face à lui un prof tyrannique qui est J.K. Simmons. C'est un film hyper angoissant, très stressant, qui est très bien foutu. Et à l'opposé de La La Land, honnêtement, quand on voit... Enfin, il y a des choses qu'on retrouve dans La La Land, mais notamment J.K. Simmons. C'est un film qui est très tendu, quoi, qui est tout en tension. Et ce film va être nommé aux Oscars et J.K. Simmons va carrément avoir un Oscar pour le meilleur acteur dans un second rôle. Et donc là, d'un coup, ça va propulser Damien Chazelle sur le devant de la scène et il va enfin pouvoir vendre le projet de La La Land, quoi. Mais c'est vrai que quand on regarde les autres films qu'il a fait depuis, enfin moi j'ai pas vu Babylone, donc n'en parlons pas. En fait, le jazz, c'est vraiment un élément central dans la filmographie de Damien Chazelle et je pense que La La Land, j'ai pas vu non plus son premier, son film de thèse, mais La La Land ressemble à... C'est le film où on a vraiment l'impression d'entendre Damien Chazelle qui parle de son amour pour le jazz à travers le personnage de Ryan Gosling. Et il a aussi fait une série ensuite qui se déroulait à Paris, qui suivait aussi des musiciens de jazz. Et en fait, Babylone, c'est son premier film qui est pas directement lié à la musique, puisque ça parle pour le coup vraiment de l'industrie du cinéma. First Man n'était pas lié à la musique. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié First Man. First Man, c'est tellement bien. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il a aussi une collaboration depuis le début avec Justin Hurwitz, qu'il a rencontré à Harvard.
Ils étaient dans un groupe ensemble. Voilà. Et du coup, c'est très lié quand même parce que c'est lui qui a fait la musique de La La Land et c'est avec lui qu'il avait fait son premier film aussi. Leurs deux carrières sont très très liées. Et je pense qu'on peut pas parler de l'un sans parler de l'autre, en tout cas. Oui, et vraiment le score de Justin Hurwitz pour La La Land, c'est un des plus beaux scores, je pense, de l'histoire du cinéma. Enfin, moi, je le trouve absolument parfait et le film lui doit tellement. Vraiment. Oui. C'est assez difficile de mesurer l'impact que ce score a pu avoir. Et d'ailleurs, le film aurait pu être insupportable. Et on va revenir là-dessus, mais vraiment, il aurait pu. Il est passé à ça d'être insupportable. Ouais. Le film se déroule au cours de 4 saisons et donc on va y suivre la romance assez brève et intense de 2 personnages. La première, c'est Mia, qui est jouée par Emma Stone et qui a été oscarisée pour ce rôle. Qu'est-ce que tu penses d'Emma Stone dans ce rôle ? Moi, je pense qu'elle est très bonne. Je pense qu'elle est émouvante, elle est nuancée, elle est toujours charmante. Je pense, ceci dit, que c'est du Emma Stone qui fait du Emma Stone. En fait, le truc, c'est que je sais que ça aurait dû être Emma Watson à l'origine. C'était elle qui avait été... ouais. Et ça aurait été une catastrophe. Ah ouais, putain, très clairement. Et en fait, Sébastien, ça aurait dû être Miles Teller et ça aurait été une catastrophe. Vraiment, avec ces deux-là, on a un tout autre film. Ouais. Et là, Emma Stone, elle a un tel charme, un tel naturel et elle arrive à infuser un peu d'humour aussi dans sa prestation, un peu d'ironie. C'est ce qu'a Ryan Gosling aussi, quoi. Que ça tient vraiment le film. Et c'est quand je pense à justement ce que ça aurait pu être que je me rends compte à quel point elle est excellente dans ce rôle. Après, je trouve que son deuxième Oscar, elle a eu pour Pauvre créature et je trouve que sa prestation est plus impressionnante dans Pauvre créature que dans La La Land, mais peut-être aussi parce qu'elle est plus spectaculaire, quoi. Ouais, je pense que c'est plus facile de voir tout le travail qui a été fourni pour Pauvre créature parce qu'elle doit incarner en fait plusieurs personnages. Même si c'est un seul personnage, elle traverse tous les âges dans le film et donc elle doit sans cesse changer de niveau cognitif en fait. Moi, je suis très contente qu'elle ait été oscarisée pour La La Land parce que je pense déjà qu'elle était un peu à son pic justement de charme à Hollywood. Elle était connue pour avoir fait plusieurs comédies ou comédies romantiques, notamment celle avec Ryan Gosling. Crazy Stupid Love. Voilà, Crazy Stupid Love. Elle avait joué dans Spider-Man avec Andrew Garfield. Il y avait eu tout un truc autour de leur relation à tous les deux. C'était un peu le couple que tout le monde enviait à Hollywood. Et donc là, ce rôle à ce moment-là pour elle était absolument parfait puisqu'il joue sur son charme et aussi sur son identité d'actrice. Elle a eu l'Oscar. Et moi, j'étais très contente a posteriori parce que ça l'a libérée, je pense, pour pouvoir aller bosser avec des Yorgos Lanthimos. Ouais. Parce que depuis, elle a quand même plutôt tendance à choisir des rôles vraiment bizarres. Après, il y avait déjà eu Birdman. Ouais, mais Birdman, elle est pas bizarre dedans. Enfin, Non, Birdman est un film bizarre, mais oui. En fait, elle a tendance maintenant à privilégier des rôles qui ne reposent pas tant que ça sur son côté girl next door, super charmante. Elle va vraiment vers des rôles beaucoup plus tordus, plus antipathiques, et c'est devenu en fait un peu une nouvelle muse de Yorgos Lanthimos. Maintenant, elle a fait La Favorite, elle a fait Pauvre créature, elle est dans le nouveau qui va sortir, elle était aussi dans celui qui était l'année dernière où elle joue encore quelqu'un de très bizarre. Et donc, je suis ravie que ça l'ait peut-être un peu libérée créativement de se dire, tu sais quoi, j'ai eu mon Oscar, j'ai à peine 30 ans, je fais ce que je veux maintenant, quoi. Et le deuxième personnage, c'est Sébastien, joué par Ryan Gosling, qui a été nommé aux Oscars pour ce rôle, mais qui ne l'a pas remporté. Il aurait dû l'avoir pour Ken, très clairement. Mais il aurait dû aussi l'avoir pour Alf Nelson, qui était le premier rôle pour lequel il a été nommé aux Oscars en 2007. Il aurait dû l'avoir pour First Man, en vrai, parce que je pense qu'il est excellent dans First Man et il est très émouvant. Il devrait avoir 8 Oscars déjà. Bon, peut-être pas. Mais non, dans La La Land, encore une fois, c'est quand on voit que Miles Teller aurait pu jouer ce rôle qu'on se dit heureusement que c'était Ryan Gosling, parce que il a tellement de charme, encore une fois, et il a un peu d'ironie, et parce que le personnage de Sébastien pourrait être un tel douchebag. C'est-à-dire, il passe sa vie quand même à trouver que tout le monde autour de lui sont des vendus. C'est toujours de la faute des autres, en fait. Voilà, tout ce qui lui arrive. Et il est snob. Il est tout le temps en train d'expliquer ce qu'est le jazz, pourquoi le jazz c'est super. Il vit dans un autre monde. Il refuse la modernité. Il est insupportable. Et en fait, ce personnage, si c'était pas Ryan Gosling, c'est juste un mec, mais que t'as envie de baffer et t'as envie de lui dire non mais va écrire un thread sur Reddit et fous-moi la paix, quoi. Et comme c'est Ryan Gosling, ça fonctionne. Tu te dis ah mais oui, il est totalement charmant et je tomberai totalement sous son charme. Bon, moi, je crois que tout le monde aura compris ce que je pense de Ryan Gosling et de sa performance dans ce film. Mais j'ai quand même quelques extraits qui vont permettre de renforcer mon propos. Ça, mais... Il joue tellement bien, je l'aime trop. C'est un génie comique, je suis désolée. C'est vrai que... Même son petit doigt est brillant.
can take you. Oh, For research. il est trop mignon. Monday night, 10 o'clock. Anaïs, parle-nous de ton amour pour Ryan Gosling. La manière dont Sébastien parle du jazz dans La La Land, c'est la manière dont je parle de Ryan Gosling C'est vrai. à tout le monde. Je suis une apologiste de Ryan Gosling. On a déjà fait un film de Ryan Gosling dans ce podcast. Je sais On pas a fait The Notebook. Ah oui, c'est pour ça. C'était le Attends, on seul, avait parlé. ouais. Oui, d'accord. Je suis une prosélyte de Ryan Gosling, une évangéliste de Ryan Gosling. Bon, une grande partie de mon amour pour lui est clairement née de mon attirance pour lui. La première fois que je l'ai découvert dans un film, je crois que c'était Alf Nelson et j'ai juste trouvé que c'était un des plus beaux acteurs de tous les temps et je le trouve toujours, mais... Ça m'épatera toujours, mais... Pourquoi ? Parce que je le trouve très charmant, mais enfin bon, bref, on va pas commencer à je faire le des trouve commentaires. vraiment magnifique, mais c'est chimique, ça s'explique pas. Mais bon, clairement, je suis pas la seule à penser que c'est un bel homme, mais j'ai aussi quand même assez vite, je pense, mon obsession pour Ryan Gosling, parce que je l'avais trouvé mignon dans un film, a fait que du coup, j'ai voulu rattraper toute sa filmographie à l'époque. Il avait fait 4-5 films déjà, et j'ai vraiment tout de suite trouvé que c'était un très bon acteur. Et assez rapidement, quand il est devenu de plus en plus célèbre, et notamment avec Drive, j'ai été agacée par le mépris que je sentais de beaucoup de gens envers Ryan Gosling, comme si le fait qu'il soit beau ne lui permettait pas d'être un bon acteur. C'est-à-dire qu'on ne voyait pas sa performance, on voyait juste le fait que c'était une coqueluche d'Hollywood. Et ça m'a même donné envie d'écrire un article dessus sur le fait que, justement, ce qu'on projetait sur lui était le même type de sexisme qu'on projette généralement sur les actrices. C'est-à-dire que quand elles sont trop belles, on n'arrive même plus à déterminer si elles sont bonnes actrices ou pas, et on les voit que comme des objets. Après, souvent, les acteurs très beaux, Brad Pitt, il n'a pas été considéré comme un bon acteur jusqu'à ce qu'il ait atteint un certain âge, quoi. Oui, c'était le propos de mon article, en fait. C'est que j'avais regardé justement l'Oscar du meilleur acteur. Et statistiquement, il a toujours été plutôt attribué à des hommes bien plus âgés, alors qu'il est souvent attribué à des ingénus pour les femmes, et à des hommes qui avaient plutôt un physique du nouvel Hollywood, comme Dustin Hoffman, etc. Et en fait, les méga beaux gosses d'Hollywood ont soit pas été oscarisés, soit l'ont été plus tard dans leur carrière. Oui, comme Paul Newman. Voilà, ou Brad Pitt, ou Leonardo DiCaprio, qui a été oscarisé pour The Revenant, et c'était même une blague tous les ans de dire quand est-ce qu'il va avoir son Oscar, et il a finalement été oscarisé pour le rôle dans lequel il est sans doute le moins beau de tous les films dans lesquels il a joué. Et donc, je trouvais ça assez intéressant qu'il y ait un vrai mépris pour lui, et c'est aussi parce qu'il a joué beaucoup de rôles très taiseux, et que donc les gens estimaient qu'il savait pas jouer parce qu'il n'avait pas beaucoup de dialogue, ce qui est un peu réducteur. Et je l'aime beaucoup dans La La Land parce que maintenant, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui le reconnaissent aussi grâce à Ken dans Barbie, mais c'est un énorme talent comique. Et vraiment, dans toutes les comédies dans lesquelles il joue, non seulement Crazy Stupid Love, mais aussi La La Land, The Nice Guys avec Russell Crowe, incroyable. Ouais. Et dans The Big Short, il a juste une courte scène, mais il est vraiment génial dedans. Et donc voilà, moi je serai toujours là à hurler sur tous les toits, justice pour Ryan Gosling. Et dans ce film, c'est vrai qu'il est super bien casté. C'est quoi ton top 3 des séquences musicales de ce film ? Je peux faire un top 4 ? Tu triches, mais vas-y. Je vais mettre la scène d'ouverture en 4e. Je vais mettre le planétarium en 3e. Someone in the Crowd en 2e. Et la chanson de... Comment il s'appelle ? De John Legend en premier. Non, je plaisante. Et l'épilogue en premier. Ah, ok. Ouais. J'aurais pas imaginé ça. Parce qu'en plus, l'épilogue, pour moi, il rassemble tout, en fait. Tous les moments que j'aime. Et dans l'épilogue, j'adore le solo de trompette à un moment, là. Moi aussi. C'est vraiment... Ça me fout les frissons à chaque fois. Moi aussi. Et si je veux réécouter un truc de musique de La La Land, c'est celui-là sur lequel j'irai. Parce qu'il y a des éléments du planétarium, justement, dedans. Et il y a des éléments de tout, en fait. Mais Someone in the Crowd, c'est celui qui... ça me fout la pêche, en fait, aussi. Comme Another Day in the Sun, c'est... Toi, ce serait quoi ? En numéro 3, pour moi, c'est A Lovely Night. C'est quand ils sont tous les deux sur la colline. Je la réécoute pas mal, mais c'est pas celle que je réécoute le plus. Par contre, en numéro musical, vraiment dans le film, c'est le moment où ils dansent des claquettes tous les deux. C'est super charmant. C'est encore un plan séquence et j'adore ce moment. Mais en fait, je pense que voilà, je suis plus réceptive à Ryan Gosling qu'Emma Stone dans ce film et du coup, j'aime beaucoup les numéros où ils sont tous les deux. En numéro 2, je mettrais Another Day of Sun, qui est la séquence d'ouverture et qui est époustouflante. Et en numéro 1, l'épilogue, qui m'a fait verser des hectolitres de larmes à de nombreuses reprises. Mais par contre, j'aime aussi beaucoup la séquence de l'audition avec Emma Stone. Je la trouve très belle. Je la réécoute jamais, mais par contre, quand je la vois dans le film, ça m'impressionne toujours. Parce que pareil, c'est aussi en plan séquence et il y a une telle montée en puissance. She told me
madness is key to give us new colors to see. Who knows where it will lead us? And that's why they need us. So bring on the rebels, the ripples from pebbles, the painters and poets and plays. And here's to the fools who dream, crazy as they may seem. Here's to the hearts that break. Here's to the mess we make. J'étais pas du tout réceptive au style de chant d'Emma Stone dans le film. Et en fait, ce moment-là débloque tout. Et c'est aussi conçu comme ça, je pense. C'est-à-dire qu'elle a une voix qui est limite un peu crispante pendant tout le film. Et là, elle trouve sa voix, littéralement, pour l'audition qui va changer sa vie. Et je trouve ça très, très beau. C'est une belle scène, mais elle m'émeut pas particulièrement. Mais parce que je suis pas hyper sensible au... T'es pas une fool who dreams. Exactement. Mais c'est vrai, hein, c'est ça. Hein. Alors que moi, oui. Je suis pas hyper réceptive à cet aspect-là de l'intrigue. J'ai toujours beaucoup plus été réceptive à leur histoire d'amour. Oui, après, moi, c'est pareil. Enfin, je dirais pas que je suis particulièrement investie dans l'avenir professionnel ni de Mia ni de Sébastien. Mais c'est tout le propos du film qui lui a ensuite valu pas mal de critiques après. C'est ce côté un peu naïf et idéaliste. On a deux personnages de rêveurs qui ont lui, il rêve d'ouvrir son bar de jazz et elle rêve de devenir actrice. Et ce morceau-là est vraiment un hommage à tous les artistes de Los Angeles et notamment les acteurs, mais aussi voilà tous les cinéastes qui ont le rêve de devenir célèbres un jour et qui sont prêts à se taper des années et des années de rejet et d'humiliation en espérant un jour y arriver. Et c'est aussi pour ça que le film a si bien fonctionné à Hollywood. C'est ça, c'est que tout le monde s'est reconnu dedans. Ouais, en fait, je pensais que ta séquence préférée, c'était le planétarium. Mais c'est celle qui m'a le plus bouleversée la première fois que je l'ai vue. Ouais, voilà, parce que du coup, je connais cette histoire. Et en fait, même là, en le revoyant, c'est aussi celle qui a suscité le plus de réactions chez toi, d'anticipation et d'émotion. Mais après, t'étais peut-être un peu noyée par mon émotion devant d'autres scènes. Oui, alors ça, c'est vrai. Je dois avouer que il y a eu une dynamique inverse à celle de d'habitude. C'est-à-dire que d'un coup, j'ai compris ce que tu vivais parfois. Ça nous était déjà arrivé devant Titanic. Hein, ouais. Où en fait, je me suis dit, waouh, je ressens vraiment pas grand-chose face à ce film aujourd'hui, alors qu'avant, j'avais l'impression de ressentir pas mal. Comparé à toi. Mais le planétarium, en fait, il y a un côté magique. Et c'est le moment où, en fait, évidemment, la scène d'ouverture, on sait qu'il n'y a pas une centaine de personnes qui vont grimper sur leur voiture et se mettre à danser en portant des couleurs primaires, tu vois, c'est évident. Mais c'est inscrit dans la réalité quand même, dans une forme de réalité et de réalisme. Et en fait, là, le planétarium, c'est le début de leur histoire d'amour et il y a un emportement. On quitte totalement la réalité pour s'envoler carrément dans les étoiles. Les règles de la gravité ne s'appliquent plus. Exactement. À ce seul moment du film. Et ça, je trouvais ça absolument magique et très bien trouvé. Et c'est très beau, quoi. Et la musique est magnifique, en fait, à ce moment-là. Oh, ça va être trop beau, là. Oh là là, quand ils s'envolent, c'est trop beau. Le bisou, le bisou, le bisou, le bisou. Non, c'est ça, la musique est tellement belle en fait. Et c'est vrai que c'est la séquence de leur premier baiser. Et si vous m'entendez déjà me moucher avec profusion pendant cet extrait, c'est parce que le saut a été rompu pour moi juste avant. Quand elle est au restaurant avec son mec et qu'elle entend du jazz et qu'elle décide de courir rejoindre Sébastien au cinéma et ensuite ils vont finir au planétarium. Mais donc c'est le tout début de cette séquence où elle quitte le restaurant avec le thème de Mia et Sébastien qui retentit. Pour moi, c'est un peu comme Titanic, c'est le point un peu de rupture, voilà, le point de démarrage, d'ouverture des vannes. Et j'ai eu du mal à les refermer après, mais ouais, là déjà ça commence à être un peu intense. Je suis en train de pleurer. C'est trop beau. Ouais, ça t'a surprise que tu pleures ? Ouais. Non, ça m'a pas surprise. Je te connais maintenant. Je sais que tu as un cœur derrière tout ça.
Non, c'est pas ça. C'est que ce qui m'a plus surpris, c'est que moi, je pleure moins. Ouais, mais ça, c'est toujours un effet miroir. Je me suis demandé si c'était un effet miroir ou si c'était aussi, il y a certains films qui nous touchent plus ou moins selon là où on est dans notre vie, en fait. Et je pense que le moment où je l'avais vu pour la première fois au cinéma, je sais pas, ça avait vraiment touché un truc. Non seulement il y avait le côté magique de découvrir ce film pour la première fois et d'être surprise aussi je connaissais pas la fin, évidemment. Maintenant, je la connais, donc c'est toujours... Pour ceux qui l'ont pas vu, spoiler alerte, ils ne finissent pas ensemble et ils se retrouvent des années après, ils se recroisent. On retrace en fait leur histoire d'amour comme si tous les moments où ils se sont un peu perdus l'un à l'autre, enfin si ça s'était bien passé en fait. Ouais, l'épilogue, c'est le moment où on voit l'histoire qu'ils auraient pu avoir si tout s'était bien passé. Et Exactement. en fait, c'est un enchaînement de petites choses qui se passent mal dans leur relation, qui font que leur rupture est assez triste parce qu'il n'y a pas de véritable obstacle. Oui, ou incompatibilité. Voilà, c'est pas il y en a un qui l'aime plus ou il y en a un qui l'a trompé, etc. C'est quelque chose de beaucoup plus intangible. Ils sont pas exactement au même stade de leur vie et ils choisissent de pas être ensemble. Et oui, c'est vrai que moi, ça me bouleverse d'autant plus que je me suis récemment séparée pour devenir actrice à Paris et que je ne pouvais pas garder mon ami musicien avec moi. Voilà, c'est ça. Tandis que moi, non. Voilà. À partir de ce moment-là, enfin toute la deuxième moitié du film, en fait, c'est vrai que je pleurais pas mal en le regardant. C'est un film qui m'a toujours bouleversée, mais je pense que forcément, là, presque 10 ans après le premier visionnage, j'ai connu peut-être des situations plus difficiles romantiquement où justement les ruptures paraissent moins évidentes. Et donc, ça me touche d'autant plus aujourd'hui de voir ça. Je sais pas, c'est mon vieil âge, tu vois, qui me rend plus sensible. Alors que moi, tous mes ex, je suis là, bon débarras. Non, je fais ça. Mais du coup, à la fin, comme tu le disais, elle recroise Sébastien des années après leur séparation. Elle est devenue célèbre, elle est en couple avec quelqu'un d'autre. Elle atterrit dans le club de jazz de Sébastien un soir où elle est de passage à Los Angeles. Ils se regardent et Sébastien commence à jouer le morceau qui les unissait depuis le début. Et ensuite, on a tout cet épilogue où on retraverse cette version rêvée de l'histoire qu'ils auraient aimé vivre ensemble, où ils auraient fini par être ensemble, faire un enfant, etc. Et là, on m'avait perdu, mais Titanic numéro 2, quoi. Non, ça va pas jouer. Là, ce moment-là, quand ils s'embrassent, c'est trop beau. I just heard you crying, and I want Quelle beauté. Ouais, on est bien d'accord. La musique est trop belle. Même si on est toutes les deux toujours aussi fans, je pense, de ce film, j'ai l'impression que c'est presque immédiatement devenu ringard de l'aimer. Je sais pas ce que t'en penses. Clairement, il y a un contexte, on va en parler très prochainement. Mais récemment, par exemple, il y avait le New York Times qui a demandé les meilleurs films. Ils ont fait une sorte de sondage auprès d'énormément d'artistes et d'acteurs, de réalisateurs et tout ça, sur les meilleurs films du 21e siècle. Et il y en a très peu qui ont cité La La Land. Il y en a quelques-uns qui l'ont fait quand même. Mais moi, j'ai été surprise. Et du coup, je crois qu'il n'est pas dans leur top 100, ce que je trouve quand même absurde. Ouais, Désolée, absurde, mais top 100, c'est fou, quoi. Et en fait, je pense que c'est devenu presque une posture de détester La La Land parce que on déteste ce qu'il représente, ce que ce film représente. Je pense que le problème, c'est qu'il a souffert d'une énorme hype immédiatement après sa première projection presse. À Toronto, ouais. Puis, généralement, quand ça se produit, il y a un backlash qui arrive. Et là, le backlash est devenu de plus en plus fort et il a été cristallisé lors de la soirée des Oscars. La soirée des Oscars de 2017 a fait rentrer cette rivalité entre deux films qui a été complètement instrumentalisée en fait et créée de toutes pièces parce que les équipes des deux films ne ressentaient pas du tout cette rivalité. Mais c'est Moonlight versus La La Land. Moonlight qui est un film de Barry Jenkins qui est sorti un petit peu après en fait La La Land, donc le buzz de La La Land était déjà présent. Et Moonlight a commencé à faire un petit buzz d'abord. C'était pas le genre de film qui était récompensé aux Oscars historiquement. C'est un film indé avec un réalisateur qui était peu connu. C'est l'histoire en fait d'un jeune homosexuel noir pauvre qui vit en Floride. Il y a plusieurs choses qui sont rentrées en ligne de compte cette année-là et qui ont fait que ça s'est cristallisé autour de cette rivalité entre ces deux films. C'est que déjà, il y avait le backlash autour de Oscar So White qui durait depuis 2-3 ans. L'absence de diversité aux Oscars avait été soulignée depuis longtemps, mais en 2016 et en 2015, il y a eu
aucun nominé dans les catégories des meilleurs acteurs et meilleurs acteurs dans un second rôle, etc., ils étaient tous blancs, en fait. Alors qu'il y avait plein de rôles ces années-là qui auraient pu être nommés à ce moment-là. Donc, il y a eu des campagnes sur Twitter et sur les réseaux pour critiquer l'absence de diversité des Oscars. Et les Oscars ont voulu corriger le tir en ouvrant à de nouveaux votants, en diversifiant leur pool de votants et en virant aussi certains anciens votants qui étaient juste des gens qui avaient fait un film en 1978 et voté encore à ce moment-là. Et donc Moonlight représentait un peu cette nouvelle vague qui pouvait l'espoir en fait pour être clair, hein, Moonlight c'est un superbe film qui a totalement mérité l'Oscar du meilleur film. Mais il y a eu toute une cristallisation politique autour de cette rivalité aussi. Moonlight, c'est devenu le représentant du film qu'on voulait voir récompensé, récompenser la diversité, récompenser d'autres récits et tout ça. Et La La Land, c'était le représentant du vieil Hollywood, littéralement, du film qui va séduire justement les vieux dans leur maison sur les collines de Beverly Hills, qui sont nostalgiques de l'époque des années 50, quoi. En fait, cette rivalité, elle s'est bâtie tout au fil de l'année, jusqu'à prendre des proportions assez dantesque. Moi, je me souviens quand j'avais vu la cérémonie, j'étais à BuzzFeed et je l'avais vue au travail. J'étais allée la voir au travail. Et les gens applaudissaient quand La La Land perdait dans certaines catégories, même si c'était pas face à Moonlight, parce que La La Land était devenu le grand méchant, quoi. En plus, il y avait eu des espèces de takes sur le fait que c'est un blanc qui explique le jazz et tout ça. Il y avait des accusations d'appropriation culturelle. Et en plus, il s'est passé que fin 2016, il y a eu l'élection de Trump. Donc, ça a encore plus cristallisé tout ça. Et d'un coup, La La Land, c'était le film de l'Amérique de Trump, quoi. Enfin... Oui, c'est ça. En fait, il y avait des tensions politiques très spécifiques à ce moment-là aux États-Unis. En plus, toi, tu y vivais, donc tu as vu ça vraiment de près. Ah bah ouais, c'est devenu un truc de fou. Hein. Enfin, sur la cristallisation autour de ces deux films, c'était ridicule, en fait. C'est devenu quelque chose qui, maintenant, fait totalement partie de la culture politique et culturelle aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on utilise la culture pour se déclarer politiquement. Oui. Moi, mon souvenir le plus ancien de ça, c'est Moonlight versus La La Land, où en fait, si tu disais que tu préférais, par exemple, La La Land à Moonlight, c'était que tu étais plutôt républicain ou plutôt conservateur ou que tu étais un blanc raciste, en fait, et que si tu préférais Moonlight par rapport à La La Land, tu étais du côté woke. Ouais, je pense que c'était plus, sans être conservateur ou raciste ou républicain, c'est que tu étais une basic bitch, une autumn girl qui met des infinitive scarf et boit des pumpkin latte, tu vois. Enfin, c'était ça l'image, c'était que t'étais une blanche un peu basique qui avait pas conscience de ses propres préjugés. Oui, et dépolitisée aussi. Voilà, du coup. dépolitisée et tout ça, et que t'aimais les trucs un peu... Je pense que l'expression politique à travers le cinéma et l'art, ça date pas d'hier. Le nouvel Hollywood, il y avait tout un truc autour de ça. Oui, bien sûr. Non, mais ce que je voulais dire, c'est plus la polarisation politique. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, t'as Yellowstone versus les séries de HBO. Quoi. La La Land, ce qui était particulier, c'est que clairement, c'est pas un truc conservateur à la Yellowstone. Ça véhicule pas des idéaux conservateurs. C'est totalement apolitique parce que c'est justement la tagline du film à ce moment-là, c'était Here's to the fools who dream, donc les fous qui se osent rêver, mais c'était complètement en décalage avec l'Amérique de ce moment-là. Et du coup, le film est devenu un peu le symbole de toute une population un peu déconnectée de la vraie réalité des discriminations et d'un cinéma qui vivait dans un autre monde avec des cocktail parties et des chansons hyper ensoleillées, alors qu'à côté, il y a Trump qui gagne, quoi. Et en plus, la vision de la race dans La La Land est un peu colorblind. Ah totalement. C'est-à-dire que c'est à la fois la vision dans Los Angeles très diversifiée. Les deux héros principaux sont blancs, mais en fait, il y a beaucoup d'autres membres du casting qui sont racisés. Mais en fait, c'est quelque chose qui est tellement intégré que ça n'a plus raison d'être discuté dans le film. Et à l'inverse, t'avais Moonlight qui, pour le coup, place la question de la couleur de peau au centre de son récit. La grosse critique qu'a eu La La Land aussi, c'est que ça parle de jazz, qui est un genre musical noir, et ça utilise un personnage blanc pour en parler, pour l'expliquer, et c'est aussi, ça utilise un personnage blanc pour sauver le jazz. C'est lui qui comprend la pureté du jazz, c'est lui qui va ouvrir un bar pour permettre au jazz d'exister encore dans son essence la plus pure, et à côté, il y a le personnage de John Legend, qui est le seul personnage principal, ou secondaire, mais important, de La La Land, qui est joué par un acteur racisé, qui, lui, est le vendu, en fait. Je comprends, en fait, toute la critique qu'il y a pu avoir, mais ça a
pris des proportions ridicules. Oui. Ce que je voyais au travail, à travers des collègues ou des choses comme ça, c'est que c'était des gens qui aimaient pas forcément le cinéma ou qui étaient pas forcément touchés par un film ou l'autre. C'est même pas qu'ils avaient été particulièrement touchés par Moonlight, c'est que c'était devenu une posture politique que de dire que l'un était réac et que l'autre était fabuleux, quoi. Et ça s'est cristallisé, évidemment. Bon, c'est une page de l'histoire des Oscars, le soir des Oscars, avec le fait que La La Land a reçu donc la meilleure actrice, le meilleur réalisateur pour Damien Chazelle, c'est le plus jeune réalisateur à avoir jamais reçu le prix. Et au moment du meilleur film, Warren Beatty et Faye Dunaway ont annoncé le mauvais film. S'il y a eu un problème avec l'enveloppe parce que l'huissier qui était en charge de l'enveloppe avait été trop occupé à prendre un selfie avec Emma Stone. Et on pensait tous que La La Land était parti pour gagner, Oui, parce vu que tout ce qu'il avait récolté et sa campagne. Et puis c'était le plus nommé, c'est-à-dire avec Titanic et All About Eve, c'était le troisième film le plus nommé de l'histoire des Oscars. Ils ont annoncé La La Land et en fait, l'équipe de La La Land est montée sur scène. Pour faire les discours de remerciement. Et là, c'est Jordan Horowitz, le producteur de La La Land, qui est traditionnellement la personne qui reçoit l'Oscar du meilleur film et donc qui fait le discours, annonce au micro, au moment où il réalise que ce n'est pas du tout La La Land qui a gagné, mais que c'est Moonlight, et il invite les gens de Moonlight à monter sur scène. We lost, by the way, but, you know. Guys, I'm sorry. No, there's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. Moonlight won. Come on, this is not a joke. This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing. This is not a joke. Moonlight has won Best Picture. Moonlight, Best Picture. Et tout le monde est hyper choqué et tout ça, parce qu'en fait, il y avait déjà, pendant les discours des producteurs, il commençait à y avoir de l'activité derrière. Et les gens dans le public ont commencé à se demander ce qui se passait, en fait. Il se trouve que l'huissier était là, ah mais non, mais c'est le mauvais nom qui a été dit et tout ça. Donc ça commençait à circuler, l'info derrière commençait à circuler. On voit Ryan Gosling qui commence à se marrer, parce que lui, à la base, il pensait qu'il y avait une urgence médicale. Et il comprend qu'en fait, non, c'est juste, ils ont dit le mauvais nom, mais c'est hyper gênant. Oui, lui, il était mort de rire, quoi. Voilà, et à ce moment-là, il y a déjà plusieurs producteurs qui avaient fait leur... Horowitz, il avait déjà fait son discours et il revient pour dire Moonlight, you guys won. Exactement. Et beaucoup pensent que c'est une façon de dire non, mais en fait, ça aurait dû être vous les vainqueurs. Enfin voilà. Oui, ce qui aurait été hyper gênant, quoi. Évidemment. Ouais. Et là, il dit non, vous avez vraiment gagné. Ce qui est horrible aussi bien pour La La Land, mais aussi pour l'équipe de Moonlight et pour Barry Jenkins, qui méritait une vraie victoire et qui méritait pas un ersatz de discours après. Dans in extremis. Et toute l'histoire du film sera toujours liée à La La Land et à cette après, Barry Jenkins cafouillage. Lui-même a dit qu'il aimait au final le fait que les deux films rentrent ensemble dans l'histoire. Et c'est vrai qu'il y a une certaine poésie là-dedans, vu qu'on les a opposés tout le temps, et que les deux équipes du film une très bonne relation. Voilà, c'était lié d'amitié au fur et à mesure de la campagne, quoi. Je suis allée regarder les critiques de l'époque, même si c'est assez récent et qu'on s'en souvient, je pense, assez bien toutes les deux. La critique de Manohla Dargis dans le New York Times annonçait déjà que La La Land allait revitaliser le genre de la comédie musicale. Et je pense que ça a été vraiment le tournant aussi pour ce film. Et ce qui a fait qu'il a autant plu, c'est que il a eu un impact énorme sur la pop culture depuis. Enfin, Emilia Pérez, je pense, n'aurait pas été produit s'il n'y avait pas eu La La Land il y a quelques années, le West Side Story de Spielberg, enfin toutes les comédies musicales dont on a été inondés au cinéma ces dernières années, elles n'auraient pas eu les financements dont elles avaient besoin sans le succès de La La Land. Et c'est ce qu'a pressenti Manohla Dargis dans le New York Times, puisqu'elle écrit « Dans La La Land, Monsieur Chazelle tente un exploit qui a échappé aux plus grands titans de l'auteurisme comme Peter Bogdanovich ou Francis Ford Coppola, qui se sont cassés les dents sur des tentatives de comédie musicale, redonner un sens aux comédies musicales. Pendant des décennies, ce genre qui avait contribué à l'âge d'or d'Hollywood a complètement sombré et ne réapparaissait que dans des adaptations de Broadway comme Into the Woods, ou se faufilait dans des films comme Magic Mike, où la musique était complètement artificielle et les chansons faisaient un peu grincer des dents. Et donc ça, je pense que ça annonçait un peu toute la future carrière de La La Land. Et à l'inverse, au même moment, t'as The Cut qui a sorti un article qui a aussi, je pense, beaucoup contribué au discours très négatif sur le film, qui est un média féminin très cool à New York. Oui, c'est la page féminine du New York Mag. Ouais. Et je crois que le titre, c'était La La Land, c'est juste Ryan Gosling qui mansplain le jazz pendant 2 heures. Donc elle a écrit
On dirait que Chazelle, lui-même un ancien batteur de jazz, veut non seulement nous faire aimer le jazz, mais il veut aussi nous faire aimer les hommes qui aiment parler de jazz. Et donc elle dit heureusement que ce rôle a été donné à Ryan Gosling, mais que c'est un horrible archétype du music nerd qui aurait dû disparaître après Almost Famous. Et elle dit, Seb ne veut pas juste jouer du jazz, il veut aussi sauver le jazz. Et elle cite la réplique dans laquelle il dit, oui, on me dit tout le temps qu'il faut laisser mourir le jazz, not on my watch, pas sous ma surveillance. Et moi, c'est un peu ça qui me dérange avec ce discours-là, qui ensuite a été repris, évidemment, comme tu l'as dit, à large échelle. C'est que déjà, cette phrase est très clairement ironique. Enfin, il ne prétend pas vouloir sauver le jazz au moment où il le dit. Quand il dit « not on my watch », il se moque de lui-même. Et je pense que le film a vraiment suffisamment de recul sur le fait que Sébastien est ridicule. Oui, sur le tabouret ou ouais, voilà, sa sœur se moque de lui en permanence. Le personnage de John Legend a une très bonne scène dans laquelle il le remet à sa place en lui disant « Mec, ta vision du jazz, elle est complètement démodée et faut que tu laisses la musique évoluer parce que le jazz, c'est révolutionnaire et toi, t'es traditionnaliste dans ton approche. » Et heureusement qu'il y a cette scène parce que pour moi, c'est la scène un peu de rédemption si on en cherche une dans le film par rapport à son discours sur le jazz. Et en plus, je trouve pas non plus qu'il fait du mansplaining parce que le mansplaining, c'est expliquer quelque chose à une meuf qu'elle sait déjà. Oui, alors que sûr. là, elle lui dit « je suis ignare en jazz » et elle est totalement partante pour qu'il lui explique. Oui, bien sûr. Mais c'est juste, enfin, je pense que ça a touché un nerf, pour faire un anglicisme, pour pas mal de gens parce que qui ne s'est jamais retrouvé quand on est une femme dans une conversation avec un homme où il nous explique un truc qui le passionne et dont on n'a rien à faire. Bah, c'est ça qui est hilarant avec le fait que Ryan Gosling se retrouve dans Barbie, qui a toute une séquence qui satirise ça justement avec tous les Ken qui sont piégés par les Barbie parce qu'ils veulent vraiment parler du parrain et expliquer comment fonctionne une moto, quoi. Donc oui, totalement. Mais je pense que, en fait, tout ça, c'est très politique, effectivement, parce qu'on était à un moment de bouleversement culturel et politique majeur aux États-Unis, qu'on parlait beaucoup plus de féminisme dans les médias grand public, et qu'on repérait en fait toutes les offenses racistes ou sexistes ou homophobes qu'il pouvait y avoir dans la pop culture et qu'on avait un peu laissé passer entre guillemets depuis des décennies. Et là, on était prêt à sauter à la gorge de n'importe quel film qui renforcerait d'autant plus ces clichés. Et moi aussi, enfin, je me souviens dans mes critiques que c'était souvent un réflexe que j'avais et je pense que c'est une très bonne chose qu'on ait intégré une nouvelle grille de lecture dans la critique cinématographique qui était peut-être moins prévalente auparavant. Mais du coup, là, il y avait un peu ce bingo de il est en train d'expliquer à une femme et en plus, c'est un blanc qui est en train d'expliquer une forme d'art historiquement noire, qui est pas du tout passée, mais quand tu revois le film aujourd'hui, moi, ça me dérange pas tant que ça, quoi. Non, mais moi... C'est 3 scènes et demie, même pas. Non, mais moi, ça m'a jamais dérangé, mais je comprends que ça dérange... Enfin, je comprends les critiques qui ont été faites, je vois d'où elles viennent, je trouve qu'elles sont un peu exagérées. Oui, un peu de mauvaise foi. Voilà. Mais en même temps, je comprends aussi la frustration qu'il peut y avoir à voir un discours blanc sur un art noir, par exemple. Ça, je le comprends, quoi. Mais heureusement, maintenant, on a Sinners pour nous parler de la réappropriation culturelle des Blancs de la musique noire aux États-Unis. Et pour la défense, enfin c'est peut-être une défense totalement pourrie, mais s'il faut défendre Damien Chazelle, en réalité son premier film, celui que personne n'a vu, le héros qui est musicien de jazz, c'est un héros noir. Et c'était un film d'études, donc c'est pas non plus comme si on lui avait dit à partir de maintenant tu ne mettras que des blancs dans tes films. Mais je pense aussi que commercialement, en fait, on était à un point de bascule avec Moonlight, mais traditionnellement, les films qui avaient du succès grand public à Hollywood avaient plutôt des leads blancs à ce moment-là. Il y a eu un autre débat, c'était est-ce qu'il chante bien ou pas ? Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Il chante juste. Ouais, moi je pense qu'il chante correctement. Je trouve du charme là-dedans. En fait, on est français, nous, donc on a l'habitude, aussi bien dans On connaît la chanson, ou les chansons d'amour de Christophe Honoré, ou On connaît la chanson de je sais plus comment il s'appelle. On a une petite tradition quand même de chansons en général et de comédie musicale filmée avec des petites voix fluettes ou des gens qui gardent leur voix ou des choses comme ça, et on y trouve un charme. Et moi, j'y trouve un vrai charme là-dedans. C'est-à-dire, moi, j'aime bien la discographie de Charlotte Gainsbourg. Donc voilà. Donc, oui, on n'a pas la tradition des Theater Kids qui apprennent à chanter et faire des superbes vocalises dès le lycée. C'est ça. Aux États-Unis, en fait, les questions qu'ils ont sur les chanteurs et les chanteuses, c'est combien ils font d'octaves ou des choses comme ça. Enfin, Ariana Grande, elle a tant d'octaves, c'est ridicule. Oui, c'est pour ça que tu te retrouves avec des acteurs comme Kristen Bell ou Anna Kendrick qui sont a priori juste actrices, mais qui chantent superbement bien et qui ont des très belles voix, quoi. Oui, bah c'est ça, parce que ça fait partie de la formation, mais en même temps, on va quand même te critiquer justement leur voix parce qu'elle n'est pas aussi belle que la voix de Léa Michel ou je ne sais quoi.
vois. Enfin, il y a une tradition justement sur le côté powerhouse de Broadway où on est sur scène et on donne tout et c'est Barbara Streisand et tout ça. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Mais nous, on n'a pas du tout la même tradition. Donc moi, évidemment, que quand je vois La La Land, je trouve ça hyper joli et j'ai aucun problème avec leur voix. Je trouve qu'ils chantent bien et ça me va très bien. Mais je vois pourquoi les Américains étaient complètement... Ouais, en fait, ce qui est fou, c'est vraiment de penser que... c'était à la fois très théâtral par rapport à ce à quoi on était habitué en termes de comédie musicale à l'époque, et en même temps pas assez théâtral pour certains, parce que si on regarde le West Side Story de Spielberg, les numéros de danse sont vraiment très impressionnants, c'est des gros numéros de groupe, alors que dans La La Land, on a quelques numéros de claquettes, et c'est très bien chorégraphié, mais en fait, la plus belle chorégraphie, c'est la chorégraphie de la caméra, généralement. Et au niveau des voix, ils ont pris des acteurs qui étaient des chanteurs compétents, mais il avait envie qu'il y ait un certain réalisme aussi dans la chanson et qu'il n'y ait pas de voix hyper grandiloquente. Et moi, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Mais j'avoue que la première fois que je l'ai vu, je m'attendais à de plus belles voix parce que je m'attendais à du pitch perfect en fait. L'autre débat qu'on a eu devant ce film, c'était que, a posteriori, à force de l'avoir vu peut-être 1 milliard de fois, on commence à se demander si on croit vraiment à leur histoire ou pas. Je crois à leur histoire dans le sens où je crois au fait qu'ils se mettent ensemble. Ouais, alors que moi, pas trop, tu vois. Bon, on a vu plus incongru. Oui, exactement. Oui, c'est sûr, mais c'est vrai qu'ils ont tellement peu de choses en commun, à part d'avoir tous les deux un rêve professionnel, tu vois. Je sais pas, ils sont tous les deux beaux, ils habitent à Los Angeles et ils ont le même âge. Oui, voilà, c'est ça. J'ai envie de te dire. Mais non, et puis ils aiment bien parler ensemble, ils sont tous les deux artistes. C'est pas comme s'il y en avait un qui était comptable et l'autre, tu vois, Oui. Mais non, moi, c'est plutôt, je trouve que le film me vend pas assez bien pourquoi leur rupture est à la fois inévitable, mais aussi totalement due aux circonstances et leur couple aurait pu fonctionner dans d'autres circonstances. En fait, je trouve que les circonstances qui les séparent, pour qu'elles les séparent, pour moi, c'est que ils sont pas à fond dans leur relation pour commencer, et en fait le film nous vend quand même leur truc comme une relation où ils sont à fond, tellement à fond que quand ils se voient des années plus tard, ils ont énormément de mélancolie quand ils se croisent, quoi. Parce que ils ont énormément de ce qui aurait pu être dans cette relation, où est-ce que ça aurait pu mener. Et pour moi, s'ils avaient un tel enjeu dans leur relation, le fait qu'ils lui donnent même pas sa chance quand elle part pour 3 mois à Paris, je trouve ça fou. 7 mois. Same difference. J'ai jamais trouvé que leur relation tombait sous le sens dès le départ, et je pense qu'en revoyant le film aujourd'hui, je vois pas la fin déchirante où ils se revoient comme la preuve que c'était un amour plus grand que tous les autres, mais plus comme le fait que quand on recroise un amour qu'on a eu à une autre période de notre vie, on peut être vraiment pris de mélancolie et imaginer tout ce qui aurait pu se passer avec cette personne, même si on savait qu'on ne devait pas finir avec cette personne. Et moi, maintenant, c'est comme ça que je le vois, en fait. C'est qu'elle est très heureuse avec son mari et qu'ils savent tous les deux qu'ils devaient pas finir ensemble, mais que ça les empêche pas d'être extrêmement tristes, qu'il n'y ait pas eu une réalité alternative dans laquelle ça aurait pu fonctionner. Et je pense que je le voyais pas comme ça au début. Effectivement, la première fois que j'ai vu le film, j'imaginais que c'était un amour tragique parce qu'il aurait dû perdurer. Et je sais pas, du coup, je préfère, je pense, la vision que j'ai maintenant. Mais effectivement, il y a pas, pour moi, c'est pas le tournage à Paris. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont déjà séparés au moment où elle a l'audition et où elle décide d'aller à Paris. Oui. Et la question, c'est est-ce qu'on se remet ensemble et on retente un truc alors qu'il y a tout ça qui est en train de se produire ou pas? Je pense qu'à ce moment-là, il y a eu tellement de petits ratés entre eux que ça paraît sans doute plus logique qu'ils poursuivent pas. C'est vrai que le film le vend pas super bien non plus ou le rend pas totalement inévitable, mais tu comprends quand même que lui, c'est quelqu'un qui est assez immature et qui a toujours eu l'habitude que... en tout cas, il attend que tout lui arrive dans le bec, que ce soit sa carrière ou même sa relation, c'est-à-dire que la grosse séquence de dispute qui est géniale entre eux. When do you leave? The morning? Yeah. 6:45. Ooh. Boise. Boise? Boyden. To Boise. You should come. To Boise? Yeah, you can knock that off your bucket list. Oh, that would be really exciting. I wish I could. What are you doing after the tour? Why can't you? Come to Boise? Yeah. Because I have to rehearse. Yeah, but can't you rehearse anywhere? Anywhere you are? I mean, I guess. Well, all my stuff is here, and it's in 2 weeks, so I don't really think that would be Okay. the best idea Well- right now, but I wish I could.
Il lui dit je suis en tournée à tel endroit, t'as qu'à venir. Et elle lui dit non, moi j'ai des trucs à faire. Mais en gros, pour lui, la condition pour qu'il se voit, c'est qu'elle aille là où lui, il est. Et donc on sent que c'est quelqu'un qui attend toujours que ce soit trop tard pour faire un effort. C'est pareil quand il se fait virer. Il a déjà eu 3 milliards d'avertissements et au moment où il se fait virer, il dit « Ah non, mais là, c'est un avertissement, on est d'accord ». Et c'est exactement ce qui se passe avec sa relation aussi. C'est-à-dire qu'il attend que ce soit n'importe quoi et qu'il ait totalement foiré et qu'il ait raté la pièce de théâtre de sa meuf pour dire « Non, non, mais t'inquiète, maintenant, je vais me rattraper Ouais. ». Et donc, on peut comprendre pourquoi ils réalisent autant l'un que l'autre qu'ils ont besoin de grandir chacun de leur côté et qu'ils s'aimeront toujours parce que, justement, ils ont eu cette relation assez parfaite parce qu'elle n'a pas duré très longtemps, mais que parce elle qu'ils n'aurait sont... pas tenu sur le long terme non plus. Oui, et quoi. puis parce que ce qu'on est censé comprendre, c'est que cette relation, elle a été un moment charnière pour l'un comme pour l'autre dans leur trajectoire professionnelle aussi. Exactement. C'est-à-dire qu'elle l'a poussé, c'est elle qui lui a donné au final le nom de son club. Et le logo. Et le logo. Et lui, c'est lui qui l'a ramené vers cette audition et qui l'a un peu poussé à la faire aussi. Donc, on comprend qu'ils ont été charnières, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Et c'est peut-être mon vieil âge qui me permet de le voir comme ça, mais je le vois comme deux personnes qui ont été très importantes l'une pour l'autre et qui ont sans doute vraiment espéré que ça marche et vraiment cru que ça allait marcher. Et quand elles ont été rattrapées par la réalité des choses, leurs chemins se sont séparés, mais ils garderont toujours un souvenir assez puissant de ce qu'ils ont vécu. Et je pense que c'est pour ça que je suis autant bouleversée par l'épilogue, parce que c'est plus beau comme ça, quoi, que s'ils ils étaient restés ensemble. Mais c'est fou parce que, la première fois que je l'ai vue et que j'avais même pas 30 ans, pour moi, je détestais le nouveau mec avec qui elle s'était mise. Enfin, j'étais mais elle allait tellement mieux avec Ryan Gosling, je comprends pas. Maintenant, j'ai plus du tout ce truc. Enfin, voilà, ils sont devenus adultes, quoi. Waouh. Et c'est beau et c'est triste. C'est beau. T'as une réplique préférée? Oui, il y en a qu'une possible, c'est... Lady, why you be tripping like that? No, Jamal. You be tripping. No, Jamal, you be trippin'. C'est vrai. Il faut le dire, c'est un film qui parle de film et qui parle de cinéma et qui, derrière aussi toute sa naïveté et son idéalisme sur la beauté de l'art à Hollywood, lâche quand même quelques pics, notamment sur le système de casting et sur les humiliations à répétition qu'on doit subir dans cette ville pour espérer exister, quoi. Oui, et puis sur les clichés, là, quand elle dit « No, Jamal, you be tripping », c'est son... Oui, c'est pour une série qui est un mélange entre Newport Beach et... Esprit rebelle, ou enfin le film de Michelle Pfeiffer où elle était prof. Avec Gangsta's Paradise. Tout à fait. Et d'ailleurs, en fait, je pense que c'est ça ma réplique préférée. C'est pas No Jamal, you be trippin'. C'est, elle décrit cette série pour laquelle elle a passé une audition comme ça au personnage de Ryan Gosling. Elle lui dit, c'est un mélange entre Newport Beach et Esprit rebelle. Et quand elle est rappelée pour passer une deuxième audition, elle lui dit non, mais en fait, je pense que je lui ai pas vraiment rendu justice. Plutôt, c'est plus proche de La Fureur de vivre avec James Dean. Et là, il a une seconde de jugement avant de lui dire « Ah, mais c'est super, je suis trop content pour toi ». Et je trouve que là, il y a vraiment tout qui est capturé justement dans le réalisme quand même de ce film face à Hollywood et au fait que tu dois un peu te compromettre créativement pour espérer atteindre ton plus grand rêve. Et c'est ce que va faire Sébastien et ça lui est beaucoup reproché dans le film, mais en fait, elle fait exactement pareil, quoi. Oui, évidemment. You can start a fire. J'adore cette chanson. C'était Ami. Merci Marie. Merci Anaïs. Merci Liv qui a été notre invitée officieuse pendant cet épisode. Tout à fait. Et merci à vous de nous écouter toutes les semaines. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'une autre comédie musicale, Les hommes préfèrent les blondes. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager à tous vos amis cet épisode que vous avez trouvé génial. Et puis on se retrouve très vite. Salut! Ami est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Production éditoriale, prise de son et réalisation, Aurélie Rodriguez. Magnifique. Anaïs est en pleurs. Tout va bien. Titanic, le retour. Oui, les claquettes. C'est une vraie comédie musicale parce que c'est vraiment drôle et c'est vraiment musical. Ouais, et en même temps c'est trop beau et ça te met des Et étoiles oui, par les ça yeux fait et par le pleurer. cœur. I ran so far away.